cru qu'on allait faire un webinaire sur l'agriculture, moi. Bonjour à J'aurais bien, tous. franchement, j'aurais bien. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui du coup n'est pas sur l'agriculture mais sur la santé mentale en entreprise. Du coup, on est très heureux de parler de ce sujet extrêmement important, voire crucial, qui est le bien-être en entreprise. Et je suis très contente d'avoir pour en parler deux intervenants particulièrement qualifiés sur le sujet. Donc Sarah Benallel qui est VP People chez Conto et Pierre-Étienne Bidon qui est le cofondateur de Mocha.care. Je vais commencer par vous laisser vous présenter rapidement et surtout nous présenter un peu ce que font respectivement Conto et Mocha.care. Donc Sarah, si tu veux commencer. Je pensais qu'on allait casser les codes et que Pierre-Étienne allait démarrer. Ah, on peut changer si tu veux. Non, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc moi, je suis Sarah, VP People chez Conto. Je suis chez Conto qui propose en fait un compte bancaire et plein de services autour de ce compte pour les entrepreneurs pour faciliter leur gestion comptable et financière, donc petites et moyennes entreprises. Je suis VP People chez Conto en tout cas depuis 4 ans. Donc, je suis arrivée vraiment au tout démarrage de la start-up. Donc, j'ai connu la petite start-up à 30 personnes et aujourd'hui, on est plus de 450. Donc, effectivement, les problématiques People sont de plus en plus importantes et la santé mentale en fait partie. Donc, je suis ravie d'en parler aujourd'hui avec vous. Merci. Pierre-Étienne, du coup, puisqu'on respecte les traditions. Je suis fondateur de Mocha.care depuis qu'on a créé il y a un peu plus de presque 2 ans maintenant, avant la période qu'on a connue du Covid, avec une conviction super forte sur les sujets de santé mentale, on va en parler. Et sinon, à part ça, j'ai une petite fille et je suis un grand fan de sport, de kite et de parapente. Merci beaucoup. Du coup, je vais rappeler un peu le contexte, mais je pense assez rapidement parce qu'on a tous beaucoup entendu parler de la crise sanitaire et de son impact sur les employés. Mais je pense que tout ça a surtout généré une vraie prise de conscience du fait que c'est le rôle de l'entreprise de se préoccuper de ces sujets-là. Non seulement c'est son rôle, mais en plus, elle a vraiment intérêt à le faire parce que c'est un vrai levier de motivation, de productivité, de fidélité. Et je pense, Sarah, tu me diras, mais même un critère de choix pour les employés lorsqu'ils sont en recherche d'emploi. Et aussi, je pense qu'il y a une vraie, du coup, attente et exigence de la part des salariés sur le fait que l'entreprise doit se préoccuper de leur bien-être. Et j'avais vu même un petit sondage IFOP qui disait que c'était l'attente première des salariés, qui passait même devant la capacité de l'entreprise à donner du sens à leur mission et à innover. Du coup, j'avais envie de vous demander un peu si le bien-être au travail est vraiment une tendance de fond. Pourquoi est-ce que ça a été un enjeu longtemps sous-estimé? Et du coup, peut-être commencer par Pierre-Étienne cette fois, pour revenir un peu sur la jeunesse du projet Mocha et comment t'es venue l'idée et pourquoi est-ce que ça t'a semblé être un clé comme sujet? Avant le Covid, du coup, puisque je rappelle que Mocha a été créé avant la crise sanitaire. Je vais essayer de faire rapidement parce qu'en fait, pour moi, Mocha, ça a été un cheminement, un cheminement et un déclic, j'ai envie de dire. Le cheminement, c'est le sujet de la santé mentale a toujours été assez important dans ma vie, à plusieurs étapes de cette vie. La première, c'est peut-être dans l'enfance. En fait, j'ai eu un père qui était dépressif, bipolaire, c'est une maladie du coup mentale, entre 5 et 17 ans, je crois. Et c'est un moment de ta vie où tu es capable pas de comprendre le sujet, mais de le sentir et de le ressentir. Après ça, c'est quelque chose qui m'a énormément nourri. Et après, j'ai fait beaucoup de sport à assez haute dose. Et pour moi, l'entraînement mental était la base de mon entraînement. Et après, le déclic, ça a été à un moment où j'étais consultant dans une entreprise américaine. Et j'étais confronté autour de moi à de plus en plus de questionnements psychologiques. Et quand je disais aux gens, mais du coup, tu vas voir un psy, les gens me disaient, bah non, en fait, je suis pas malade, je suis pas dépressif, j'ai pas besoin de ça. Et du coup, il y avait une vraie vision de la santé mentale comme une vulnérabilité, comme une faiblesse, alors que pour moi, c'était ma plus grande force. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu tout simplement réinventer notre façon de voir ce sujet. Et du coup, je voulais aussi te demander, comme tu es un peu spécialiste et par rapport à ce que tu dis, comment est-ce qu'on définit exactement santé mentale en entreprise? Parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais finalement, qu'est-ce que ça englobe exactement? On pourrait y passer des heures. Dans les grandes lignes. En fait, moi, j'essaie juste de mettre en avant un paradoxe qui est
j'aime pas trop parler de bonne ou de mauvaise santé mentale. En fait, le terme santé mentale en lui-même est autoporteur. C'est-à-dire que, tu vois, si on prend la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être qui inclut différentes dimensions, que ce soit les relations sociales, que ce soit justement ta perception de toi-même. Et voilà. Mais ça se caractérise vraiment comme une notion d'équilibre. Et dans ta question, il y avait aussi la notion d'entreprise. Oui. Et c'est là où je vais laisser la main à Sarah aussi parce qu'elle a plus de profondeur que moi sur le sujet. Mais cette notion de santé mentale en entreprise, elle est d'autant plus compliquée qu'il y a des questions qui se posent du style quelle va être l'intervention de l'entreprise, jusqu'où on va aller pour pas rentrer dans la vie personnelle d'un salarié. Elle va se poser la question de jusqu'à quel niveau aussi je vais accompagner une personne. Est-ce que c'est pas son rôle aussi de se prendre en main, entre guillemets. Donc voilà. Heureusement qu'on a aussi une DRH pour nous aider. Et du coup, Sarah, je voulais te demander aussi quand est-ce que vous avez commencé à en faire une priorité chez Conto et pourquoi? Oui, avec plaisir. Alors déjà, pour revenir sur ce que tu disais peut-être en intro, je pense qu'effectivement, la santé mentale, ça devient un sujet hot. On arrive aujourd'hui à mettre des mots dessus, des concepts, et surtout, on arrive et on a la chance d'avoir des acteurs comme Mocaker sur le marché qui nous proposent des solutions. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet nouveau, puisque c'est pas, c'est pas il y a 2 ans, tiens, les gens se sont mis à à faire des burn-out, à être stressés au travail, etc. Donc, c'est des sujets en soi qu'on traite depuis toujours, à la différence qu'aujourd'hui, en fait, on essaye de se professionnaliser, de mieux s'armer pour mieux gérer et être plus équipé, en fait, pour faire face à ces problèmes. Mais ces problèmes, ils sont là depuis toujours. Et clairement, la santé mentale, c'est un sujet clé parce que être bien au travail, alors être bien dans sa vie personnelle et être bien dans son travail, ça permet à la personne d'être plus concentrée, plus performante, plus engagée, etc. Donc, derrière, les impacts sont évidemment hyper positifs pour l'entreprise. Donc, c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter, même si je rejoins Pierre-Étienne sur le fait qu'il y a vraiment une question de jusqu'où on va, à quelle profondeur on va en tant qu'entreprise. Et juste pour revenir aussi sur le point, tu disais, voilà, ça devient un sujet majeur, peut-être plus que le sens, etc. Alors, je mettrais quand même un petit bémol sur ce point-là, enfin, en tout cas, ce que je ressens sur le terrain. Je pense qu'il y a plein de sujets et des enjeux qui sont hyper clés, notamment sur la flexibilité au travail, etc., où on voit une autre tendance émerger, et c'est ça qui est intéressant, et je pense que ça pourrait être un autre débat. En fait, un autre webinaire. Voilà, un autre webinaire, c'est que, en gros, en fait, on voit qu'il y a une tendance qui est que les gens ont besoin de plus en plus de flexibilité, veulent travailler de chez eux et ont presque une dimension, sont prêts à même ne plus évoluer dans l'entreprise parce qu'ils préfèrent la flexibilité. Mais en même temps, ils attendent que l'entreprise soit investie dans des sujets comme la santé mentale. Ce qui fait que nous, on est un peu tiraillés. Et encore une fois, je reviens, voilà, c'est pour ça que c'est hyper important qu'on soit accompagné par des professionnels sur le sujet. Et du coup, je me demandais aussi, parce qu'on prend Conto, qui est maintenant une scale-up, mais qui fait partie quand même de cet univers start-up entrepreneurial. Et du coup, Pierre-Étienne, est-ce que tu vois une typologie un peu d'entreprises qui vont être plus réceptives sur ces sujets? Et aussi, est-ce que avant le Covid, tu arrivais facilement à aborder ce sujet et trouver des clients, ou est-ce qu'il y a eu une vraie rupture? Déjà, tu vois, je vais te répondre avec beaucoup d'humilité. Moka a que 2 ans aujourd'hui. Donc, mais en avant, après Covid, quand même. Le Covid, elle est assez courte. Tu vois, on a lancé Moka 4-5 mois avant le Covid. C'est pas non plus un recul énorme. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je pense que ça touche toutes les entreprises. Et tu vois, dans les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de scale-up. On accompagne Conto, Spendesk, Doctolib, JobTeaser, ManoMano, enfin, des entreprises de ce style-là qui sont effectivement avec des problématiques communes. Et Sarah, tu compléteras, mais une vraie tendance sur les sujets people et recrutement, un contexte d'hypercroissance qui fait que les choses vont très vite et du coup, une nécessité aussi d'encadrer des potentielles sorties de route dans un contexte où les choses vont vite. Troisièmement, un développement à l'échelle européenne qui est souvent assez rapide. Conto, par exemple, qui est présent dans plusieurs pays européens, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises qu'on accompagne. Donc, en fait, je ne dirais pas qu'il y a
c'est pour une entreprise ou pas pour une entreprise. Par contre, il y a des entreprises sur lesquelles effectivement c'est plus pertinent peut-être aujourd'hui. Mais tu vois, même aussi, ce qu'on observe, c'est que dans les entreprises qu'on accompagne, il n'y a pas que des scale-up non plus. Je pense à une entreprise qui fait partie du groupe NJ, qui s'appelle Texial. Je pense aussi au groupe NJ qu'on accompagne de façon un peu plus globale, avec des problématiques qui sont parfois différentes. Par exemple, des gens qui sont certaines personnes dans des call centers, avec des sujets liés à la santé mentale qui sont parfois différents. Mais est-ce que s'ils ont des sujets, enfin, je ne doute pas du fait que tout le monde ait des sujets de santé mentale, mais est-ce qu'ils ne sont pas plus difficiles du coup à approcher? Je parle notamment des grands groupes et peut-être à convaincre. En fait, j'ai pas tellement la notion de chercher à convaincre, c'est de se dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté et une vraie compréhension des entreprises de se dire, le mental et la santé mentale, c'est pas juste un perks ou un bénéfice. Ouais. On se rend compte que ça a un impact sur toute la productivité en fait de l'entreprise à tous les niveaux, que ce soit au niveau managérial, au niveau contributeur individuel. Et donc, pour moi, c'est pas tellement plus compliqué de convaincre. C'est plus effectivement, on a une approche de la santé mentale qui est assez novatrice parce qu'elle est très simple, elle est très positive. On essaye de ne pas dramatiser le sujet et d'énormément le rendre accessible en fait. Et c'est vrai que parfois ça crée une rupture dans certains grands groupes, mais pour le coup, je pense qu'on s'y fait assez vite. Et du coup, pour entrer un peu dans le concret, est-ce que Pierre-Etienne, tu peux rappeler brièvement ce qu'est la solution Moka et Sarah nous expliquer comment vous l'avez mis en place chez Conto, comment les équipes ont réagi, quelles ont été un peu les étapes de toute cette mise en place et les réactions au premier abord des équipes. Top. Je vais laisser plus de temps à Sarah parce que je trouve que sa partie de la question est plus intéressante que la mienne. Mais j'ai pas envie de faire non plus trop de pub frontale. Mais qu'on comprenne bien du coup de quoi on parle. On est les seuls à accompagner globalement l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va accompagner à la fois les salariés d'une entreprise en leur mettant à disposition de façon complètement confidentielle des sessions individuelles et collectives de thérapie et de coaching, complétées par une partie qu'on appelle du self-care, donc c'est des programmes digitaux. Et quand je dis globalement, c'est-à-dire qu'on a un accompagnement qui est aussi dédié côté entreprise pour réfléchir à des plans de santé mentale, pour accompagner sur la formation des équipes, notamment managériales et les équipes RH. Et aussi, on réalise beaucoup de sensibilisation dans le cadre de l'entreprise. Et notre conviction, c'est que vraiment la santé mentale, en entreprise, c'est pas juste une application qu'on met dans la main d'un salarié, mais c'est une réflexion globale au niveau de l'entreprise qu'il faut conduire. Et du coup, Sarah, chez Conto, ça s'est passé comment? Que ce soit la solution Moka d'ailleurs ou d'autres initiatives que vous avez mis en place par rapport à ce sujet? Alors, c'est important effectivement de dire que avant de travailler avec Moka, c'était des sujets qu'on prenait déjà en compte. Donc, on s'est toujours soucié à la fois d'identifier les potentiels problèmes que les personnes pouvaient avoir et avec leur manager et dans leur équipe et en gros dans leur travail en général. Et ça se faisait par le lien manager-employé et le lien RH employé. Donc, avoir une équipe RH forte, identifiée, de confiance, c'est hyper important pour que les gens puissent venir parler de tous les sujets qui pourraient les tracasser. Moi, j'ai pas, entre guillemets, eu besoin de Moka Care pour que quelqu'un vienne me dire j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman et je suis dans une détresse folle et du coup, j'ai besoin qu'on m'aide. Et donc, de mettre en place un aménagement de temps de travail, de donner des congés supplémentaires, etc., etc. Je veux dire, ça, c'est des choses qui existent, qui existaient en tout cas chez Conto et qui existent dans, j'imagine, pas mal de boîtes. Il y a ce volet-là, donc il y a vraiment la partie RH et il y a la partie qui est plus sous le volet, on va dire, happiness, même si ce terme, il est galvaudé et d'ailleurs, on le change chez Conto, mais en gros, c'est comment on arrive à mettre en place des événements donc, qui vont favoriser, passer des messages forts sur c'est important de prendre du recul sur sa vie, de faire du sport, donc comment on valorise le sport, comment on valorise des séances de méditation, de yoga, etc., vraiment pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, c'est un peu l'idée. Donc il y avait déjà ces deux volets-là et ça existait avant la crise, avant Moka Care, etc. Et puis la crise est arrivée et je pense que même si on se dit oui, on parle plus de santé mentale depuis la crise, en fait c'est vrai, la crise a aidé à démocratiser le sujet de santé mentale parce que honnêtement,
on s'est retrouvés dans des situations où on était complètement pris à dépourvu. On ne savait pas comment gérer les situations parce que quelqu'un qui nous dit « Franchement, je suis enfermée chez moi, je le vis hyper mal et je ne sais pas quoi faire » en tant qu'RH, c'était hyper difficile. RH et manager, c'était hyper difficile à gérer. Et donc, puis il faut réagir vite et personne s'y attendait. Donc, c'est vraiment trouver des solutions dans l'urgence, là où avant, tu avais peut-être eu le temps de penser des stratégies un peu long terme. Tout à fait. Et à ce moment-là, du coup, on s'est dit, on valorise effectivement la relation humaine. Donc, on va mettre au devant les RH, les managers pour faire des one-on-one, pour prendre le pouls des équipes, etc. et travailler sur les sujets. Mais il y avait des sujets beaucoup plus profonds. Et c'est là où on s'est dit que c'était intéressant d'être accompagné avec Mocacare. Et donc, ce type d'outils, ce type de plateforme, ce type de produit, ça va vraiment permettre d'avoir une stratégie claire et d'avoir un parti pris fort, de se dire à la fois les collaborateurs sont accompagnés avec du contenu de qualité et du contenu professionnalisé, parce qu'en fait, on n'est pas psychologue quand on est RH, même si on est un peu psychologue, un peu avocat, un peu tout ça, un peu coach, un peu En fait, c'est pas notre métier et c'est un vrai métier. Donc, en fait, on peut aider au début, mais quand on veut aller plus loin, on a besoin d'être aidé par des professionnels. Donc, vraiment, Moka apporte vraiment cette réponse-là. Une dimension sensibilisation. Pour l'instant, c'est pas forcément ce qu'on a poussé encore chez Conto, mais je pense qu'on va le faire avec Pierre-Étienne. Donc, la mise en place de potentiels ateliers sur comment on gère le stress, comment on arrive à bien dormir, parce qu'en fait, le sommeil, c'est le socle de tout. Et donc, du coup, en fait, est-ce qu'on parle de ce sujet-là en entreprise pour être en forme la journée, comment on gère la parentalité en entreprise, etc., etc. Donc, tout ça. Donc, vraiment des ateliers de sensibilisation. Et puis après, vraiment l'accompagnement avec ce que Pierre-Étienne disait. Et donc, du coup, l'accompagnement individualisé. Et donc, du coup, chez Conto, comment on a fait ? En fait, je dirais qu'on l'a fait en 2 étapes. La première étape, c'était un peu cette transition de les RH gardent la main. Donc, en gros, les RH, quand ils se retrouvaient dans une situation compliquée à gérer, disaient là, ça dépasse le cadre des RH. Du coup, je te propose de t'inscrire sur Mocacare. Donc, en fait, les RH avaient, entre guillemets, toujours un peu la main. On a vu après, en discutant avec Pierre-Étienne, etc., que ça avait aussi des limites. C'est que les gens n'ont pas forcément spontanément envie d'aller voir leur RH, en tout cas en première ligne. Et donc, c'était important de conserver cette confidentialité, etc. Et donc, tu fais peut-être moins de prévention, du coup, si tu attends qu'il y ait un vrai sujet sur la table, peut-être pour proposer une consultation, par exemple, non ? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on communique sur l'outil, sur l'existence de l'outil. Okay. On forme nos managers aussi en onboarding en disant voilà ce qui existe chez Conto pour que spontanément les gens puissent s'inscrire sur Mocacare si jamais ils ont des besoins. Mais c'est vraiment un travail de quotidien de dire hey, vous savez, on a Mocacare qui existe, vous pouvez vous inscrire, voilà comment on procède chez Conto, etc. Donc c'est vraiment embarquer tout le monde. Je pense que ça passe beaucoup par la communication interne et par les managers aussi. Et du coup, Pierre-Étienne, j'imagine que vous conseillez un peu aux entreprises des manières de communiquer auprès de leurs salariés, parce que c'est vrai que maintenant, ça arrive de plus en plus, mais au départ, c'est pas évident de parler avec ta boîte de sujets de santé mentale. Et donc, est-ce que tu as un peu des bonnes pratiques ou des conseils que tu donnes au DRH pour aborder la solution Moka ? Ouais, j'ai vu que c'était une question qui était posée dans le chat, et merci pour la question. En fait, on aime bien fonctionner en 3 temps. Le premier temps, c'est accompagner les équipes RH à comprendre vraiment quelles sont les thématiques qui posent question dans leur entreprise, plus que la normale potentiellement, pour essayer du coup derrière de cibler des actions. La deuxième, c'est vraiment de sensibiliser, et donc c'est là où on va reparler de la communication. Et la troisième, c'est agir. Et Sarah en a parlé, parfois il y a des moments où en fait on est bloqué en tant que RH, et c'est là où on a besoin d'un volet externe. Pour le sujet de la communication en tant que telle, ce que moi j'essaie de faire assez régulièrement, c'est tout simplement de donner l'exemple et de partager des exemples personnels. Typiquement, on aime bien quand soit un VP People, une DRH, un DRH, voire un CEO prend la parole et en fait dit moi j'ai suivi un coaching ou j'ai fait une thérapie, voilà ce que ça m'a apporté. Et en fait, rien que de voir quelqu'un de son leadership qui prend la parole sur un sujet aussi important et parfois assez intime, ça libère énormément la parole.
La deuxième chose sur lesquelles on accompagne beaucoup, c'est sur les mots à utiliser et sur les supports de communication. Je vais vous donner un exemple très concret. Je me souviens quand j'ai créé Mocha aussi, une des raisons pour lesquelles je l'ai créé, c'était cette petite affiche que je voyais toujours dans l'ascenseur de mon ancienne boîte, où il y avait une dame qui avait l'air très sympa, soit dit en passant, mais avec un petit micro-cravate, et qui disait, en dessous, c'était marqué stress post-traumatique, contactez-moi. Et en fait, ça veut rien dire pour personne, stress post-traumatique. Et donc, l'usage des mots est extrêmement important dans la manière dont le sujet de la santé mentale va être perçu. Donc, on accompagne beaucoup les équipes RH sur, par exemple, comment on crée une page Notion, ce qu'on a fait chez Conto avec les équipes de Sarah pour utiliser les bons mots, parler aux équipes du sujet. Pareil sur Slack. Donc, c'est le deuxième levier qui, je pense, est important à mettre en place. Et le troisième levier, comme n'importe quel message de communication, le plus tu as d'interactions régulières sur le sujet, le mieux ça va être pris en compte par les équipes et accepté. Donc on essaye, c'est pour ça d'avoir pas mal de points de passage dans l'année en se disant comment on peut reprendre la parole sur un sujet ou sur un autre. Par exemple, on travaille pas mal en ce moment sur le sujet de la résilience. Il va y avoir la journée de la santé mentale la semaine prochaine. Donc on essaye de reprendre la parole le plus possible sur ce sujet. Ok, merci beaucoup. Je regardais un peu les questions. Je vois que Sarah t'a répondu par écrit, mais on a Sarah qui demandait si le bien-être happiness était un des piliers du retour au bureau. Et effectivement, toi, en tant que VP People, comment tu as vu l'après-Covid chez Conto? Est-ce que vous êtes beaucoup sur du flexi-travail, télétravail? Est-ce que les gens veulent revenir? Enfin, voilà, pour le côté équilibre vie pro, vie perso, comment est-ce que toi, tu perçois l'après-Covid? Franchement, il y a évidemment pas de bonne réponse. C'est une phase qui est franchement compliquée à gérer. Chez Conto, on a pris le parti, et je pense que c'est ce que je conseillerais à toutes les entreprises, c'est vraiment d'essayer de structurer le maximum le retour au bureau avec un framework, en tout cas avec une politique de télétravail qui est discutée avec la leadership team, qui est acceptée par tout le monde et portée par les managers. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui existe, même si les lois ne sont pas encore tout à fait très au clair, etc., etc. Parce qu'en fait, les gens, pour revenir au bureau, ils ont besoin de se projeter. Et ils ont besoin de se projeter dans un cadre, et dans un cadre de travail qui répond à leurs attentes. Et les attentes de tout le monde, c'est d'être bien au bureau, et donc de savoir si ils vont avoir un espace dédié, si les espaces communs vont être sympas, si effectivement il va y avoir des activités au bureau ou pas, s'ils vont pouvoir quand même garder de la flexibilité, et auquel cas, comment et quand. Donc tout ça, il y a vraiment besoin que les RH fassent beaucoup, beaucoup de communication sur le sujet, enfin réfléchissent en amont évidemment, et puis après communiquent les décisions de l'entreprise. Mais oui, clairement, si on veut que les gens reviennent au bureau, il faut qu'il y ait un avantage. Venir au bureau, c'est pas faire 45 minutes de transport, coller serré avec des gens dont on n'a pas envie de voir le matin ni le soir, être dans le bruit parisien, dans la pollution, etc. Enfin, si on voit ça, et ne pas avoir de salle de réunion dans les bureaux, finalement ne pas se croiser parce qu'en fait tout le monde est en télétravail, donc en fait je suis au bureau mais je suis tout seul. Donc évidemment, il y a vraiment un effort à faire sur qu'est-ce qu'on offre aux équipes pour qu'elles aient envie de revenir au travail et que ça se passe bien. Et en tout cas, c'est une transition qui est hyper, hyper complexe. Ouais, non, effectivement, la ligne 13 le matin ne donne envie à personne d'aller travailler. Mais, et du coup, dans le même sens, Pierre-Étienne, comment est-ce que comment tu envisages une stratégie globale de bien-être en entreprise, dans le sens, il y a la solution Mocha, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un effet de mode, et que parfois on a l'impression que le cours de yoga et le baby-foot dans la cafette, c'est sympa pour l'image de marque, et ça suffit à dire qu'on a pris le sujet en compte, alors que c'est peut-être plus profond. On a eu l'avis de Sarah en tant que DRH, mais toi qui vois énormément d'acteurs, comment est-ce que tu perçois, Sarah ? Je pense que c'est un vrai point, et comme le disait Sarah tout à l'heure, pour moi la notion de bien-être, au même titre que la notion de happiness ou de notions comme ça, est très souvent galvaudée, et je pense que c'est pour ça que ce que je disais en introduction et la façon dont on veut agir chez Mocha, c'est pas juste, entre guillemets, agir en aval auprès du salarié, mais c'est accompagner les entreprises et les équipes RH sur tous les sujets qui, en fait, vont in fine avoir de l'impact sur la santé mentale. Le premier étant la culture d'une entreprise avec ses différents piliers, dans quelle mesure cette culture se décline dans des comportements observables qui vont faire que parfois ça peut générer du stress.
Le deuxième niveau, c'est les niveaux managériaux qui peuvent être, c'est vrai, des catalyseurs dans un sens ou dans un autre. Ça se voit assez régulièrement. Quand il y a un manager qui est super fort, en fait, souvent, l'équipe mentalement va plutôt bien et l'inverse est aussi vrai. Donc c'est pour ça que je pense que sur ta question, je ferai très attention à la notion de bien-être parce qu'elle veut tout et rien dire et donc limite je la sortirai de mon vocabulaire. Deux, je réfléchirai vraiment au niveau entreprise et au niveau amont et pas que aval. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et du coup, tout à l'heure, on parlait un peu de la question des limites. Et là, je vois une question de Laure qui dit qu'en fait, quand on parle de vrais sujets de santé mentale, en l'occurrence, par exemple, une dépression grave, en fait, parfois, les équipes RH ne sont plus trop au rendez-vous. Et donc, peut-être, Sarah, toi, comment tu places peut-être la limite? Est-ce qu'il y a des sujets qui ne te concerneraient pas en tant que DRH, qui ne concernent pas l'entreprise? Et est-ce que finalement, l'entreprise est vraiment à l'écoute de ces sujets, quand bien même ils peuvent, j'imagine, gravement affecter la productivité du salarié? Je pense qu'effectivement, il faut pas prendre un cas isolé et en faire une généralité. Ce qui est sûr, c'est que la santé mentale, ça dépend vraiment de la culture de la boîte, en fait. Qu'est-ce que les leaders, qu'est-ce que les DRH et les managers en général ont envie comment ils ont envie d'aborder le sujet. C'est vraiment une question de valeur d'entreprise, je pense, fondamentalement. Et pour revenir sur ce point, avant justement, on va dire, même avant et maintenant, il faut qu'on prévienne la médecine du travail. C'est notre responsabilité en tant que RH quand on a une situation comme celle-ci de quelqu'un qui vit une dépression à cause du travail, etc. On doit prévenir immédiatement la médecine du travail. Ça, c'est le premier point. Ça a toujours existé et ça existera encore, je pense, un moment. Et après, c'est une obligation légale, du coup. Une obligation morale. Je ne sais pas si elle est légale, mais en tout cas, oui, elle est presque légale. Je pense que du coup, c'est presque de la non-assistance de personnes en danger. C'est même pas du pénal si jamais on n'avertit pas que quelqu'un est dans une détresse mentale, physique, au travail en tout cas. Et du coup, et après, c'est pour aller plus loin. Et du coup, c'est faire appel à des prestataires et des outils, des plateformes comme MocaCare qui vont justement nous aider. Parce qu'encore une fois, la limite, on est les premiers interlocuteurs, souvent RH, mais on n'est pas des psychologues. Donc, il faut s'entourer de professionnels. Oui, il faut savoir déterminer quand est-ce que c'est plus ton sujet, quand est-ce que c'est plus dans ton domaine de compétences, en fait. C'est assez évident en général. C'est une situation, je pense que quand la personne ne va vraiment pas bien, on sait tout de suite quand il faut que ce soit médicalisé, quoi. Ok, et encore dans les questions, j'ai vu comment évaluer correctement le sujet auprès des collaborateurs. Donc, Sarah, tu as répondu en disant que vous mesuriez l'engagement tous les 6 mois avec des questionnaires anonymes sur le work-life balance. Et du coup, c'est intéressant. Pardon, juste pour compléter, ça pourrait être parce que nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est vraiment une question qu'on a. C'est aujourd'hui, il y a énormément de statistiques qui existent et qui montrent que si on traite le sujet de la santé mentale en entreprise, les gens vont être globalement mieux dans leur vie. Ça, on a plein de choses. Voilà, ils vont se sentir plus heureux, ils vont se sentir plus armés, etc. etc. Le lien entre je me sens mieux et je suis plus performant, il est un peu plus difficile à avoir, même s'il y a des études qui existent, et je parle sous couvert de Pierre-Etienne, mais McKinsey, etc., ont sorti des études qui démontrent qu'il y a un lien entre le bien-être et la performance. Concrètement, dans son entreprise, je pense que c'est important de se dire, à partir du moment où je mets en place une politique de santé mentale avec des actions concrètes, je sais pas, par exemple, je mets en place un atelier par mois sur le bien-être, j'ouvre des groupes de discussion sur des sujets différents, type la parentalité, le stress au travail, etc. Plus, je mets en place une plateforme MocaCare, plus je forme mes RH en interne sur l'accompagnement sur la santé mentale. Ça, on peut dire que c'est sa stratégie santé mentale. Franchement, ça peut être ça, et il n'y a pas besoin de chercher non plus trop compliqué. En fait, il faut après mesurer en se disant, est-ce qu'on voit que les gens, dans les surveys qu'on peut faire, il y a des gens qui font des engagement surveys, il y en a qui font ça dans les reviews annuelles, etc. Peu importe, d'avoir des questions où on va mesurer, on se dit, est-ce qu'il y a un avant-après, en fait? Est-ce qu'on voit que ça bouge
grâce au sujet de la santé mentale. Mais la santé mentale, c'est un atout parmi d'autres. Hein. C'est vraiment, c'est pas la seule, l'unique et la bonne réponse. Il n'y a pas de recette magique, encore une fois. Oui, bien sûr. Et par rapport à Pour ça, compléter ce que tu dis, je t'en prie. Sarah, je pense que sur les sujets de l'évaluation, en fait, moi, je différencierais deux sous-thématiques. La première, c'est la thématique de la compréhension et de l'identification des thématiques qui posent question en interne. Donc, typiquement, on parlait du sujet du sommeil tout à l'heure, de la parentalité. Vraiment, il y a une nécessité aussi, surtout quand les entreprises grandissent ou sont déjà assez grandes, parce que sur des entreprises de taille assez familiale, souvent, on arrive à le sentir. Donc, il y a cette première question. Et la deuxième question que tu posais, Sarah, c'est celle du résultat. Et sur cette question, je pense que, pareil, il y a deux sous-dimensions qui sont importantes. La première, c'est une notion de moyenne, de se dire, sur la base d'une survey qui est réalisée auprès de l'ensemble de nos collaborateurs, dans quelle mesure le fait d'avoir une politique de santé mentale, le fait d'avoir Moka, le fait d'avoir les ateliers dont tu parlais tout à l'heure, par exemple, augmente mon engagement vis-à-vis de l'entreprise, mon état personnel où je me sens mieux. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi, donc là, on réfléchit en termes de moyenne. Et il y a une deuxième type de réflexion qui est intéressante à avoir, c'est la réflexion sur les extrêmes. C'est de se dire, aujourd'hui, on sait que les arrêts maladie liés à la santé mentale sont les arrêts maladie qui sont de plus longue durée. Il y a souvent des gens qui partent 4 mois, 6 mois, 8 mois, voire parfois plus longtemps, qui, au moment du retour au travail, parfois ne reviennent pas ou restent pas longtemps. Et donc, en fait, je trouve que cette réflexion de moyenne, elle est intéressante, mais il y a aussi la réflexion sur les extrêmes, de se dire comment on agit sur ces cas qui souvent sont assez isolés et très rares dans les entreprises, enfin assez rares en pourcentage, mais qui peuvent avoir un impact assez massif, in fine, en termes économiques. Et par rapport à ça, est-ce que tu as, même si c'est difficile à mesurer et que ça ne veut pas tout dire, est-ce que tu as peut-être quelques chiffres, des NPS à nous partager? Moi, je posais la question à Pierre-Étienne, mais du coup, ça vaut aussi pour Sarah au sein de Conto. Et est-ce que vous avez pu quand même mesurer un peu l'impact de toutes ces initiatives? Si tu veux, je peux expliquer, parce que les mesures, j'ai été consultant avant et du coup, je sais que les mesures peuvent parfois être très biaisées. Et donc, je vais expliquer la façon dont on mesure avant de donner les résultats et la méthodologie qu'on utilise. Avec plaisir. On peut faire en 3 temps, en fait. Le premier temps, c'est de regarder quel est l'usage de la solution Moka dans les entreprises, en faisant une hypothèse qui est nécessairement biaisée, mais qui est on est utilisé, donc on est utile. Et je suis entièrement d'accord sur le fait que cette hypothèse est partiellement fausse. Aujourd'hui, ce qu'on arrive à démontrer, c'est que dans les entreprises qu'on accompagne, il y a plus d'une personne sur 3 qui est touchée par Moka, que ce soit de façon individuelle, que ce soit de façon collective, et ça va jusqu'à, par exemple, on accompagne une startup de, je sais plus, ils sont une 55, je crois, où on a 85% d'utilisation. Donc, en fait, c'est assez énorme parfois. Le deuxième niveau qu'on mesure, ça va vraiment être le niveau de l'impact. Et cette mesure-là, effectivement, on le fait avec des outils de NPS. Donc, on a mesuré de façon globale à 2 niveaux. Donc, le NPS auprès des DRH qu'on accompagne, qui est de 80. Pour rappel, c'est un NPS qui est assez énorme parce que, peut-être pour réexpliquer la modalité de calcul du NPS, on demande sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous le service Moka à un autre DRH? Les gens qui répondent 9 ou 10, ça fait plus 10 points. Les gens qui répondent 8 ou 7, c'est neutre. Et tous ceux qui répondent en dessous de 6, c'est moins 10. Donc, c'est une mesure qui oscille entre moins 100 et 100. Et parmi les solutions RH, 80, c'est assez énorme. Pour comparaison, c'est au-dessus de solutions qu'on aime beaucoup, type Swile. Le deuxième niveau de NPS qu'on mesure, c'est le niveau auprès des salariés. Là, on a un NPS de 73, ce qui, pareil, est assez énorme. Et les questions qu'on pose, on va un peu plus dans le détail, mais je ne vais pas prendre trop de temps pour les détailler aujourd'hui, mais c'est dans quelle mesure Moka vous a aidé à résoudre un problème personnel ou professionnel qui était compliqué à résoudre avant? Dans quelle mesure le fait d'avoir Moka renforce aussi votre appartenance à votre entreprise, etc. Donc, on a 4-5 questions qu'on pose assez régulièrement, dont la question du NPS. Et Sarah, est-ce que tu as aussi eu un peu des NPS ou alors des initiatives qui ont particulièrement marché? Et comme on parle beaucoup de positif, je voulais aussi te demander, Sarah, est-ce qu'il y a eu déjà des choses qui n'ont pas du tout marché ou alors des erreurs que tu as pu faire et que tu déconseillerais du coup? Alors, sur ce qui a marché, ce qu'on voit, enfin ce qu'on a vu en tout cas, parce qu'on a mis Moka Care en place au moment de le tout début du Covid, on était parmi les premiers clients, c'est que globalement, les gens se sont sentis hyper accompagnés pendant la crise
ils savaient qu'ils pouvaient compter sur leur équipe RH, leur manager et qu'il y avait un soutien professionnalisé à côté. Donc ça, c'était des feedbacks globalement qu'on a eu. Après, là, on va refaire notre engagement survey. Là, on va le relancer en octobre. Je pense que ça va être intéressant d'avoir aussi une autre perception avec justement une période de retour au bureau pour voir comment les gens se sentent ou pas. Donc, voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, oui, ce sera monitoré dans notre engagement survey. Et des choses qu'on aurait mises en place qui n'ont absolument pas marché. Ou une manière de les aborder. Enfin, est-ce que parfois vous êtes parti dans la mauvaise direction et du coup, est-ce que tu pourrais éviter à d'autres entreprises de le faire? Sur la santé mentale, Santé mentale, ouais. Je sais pas, Pierre-Étienne, dans la manière de manager, tu vois? Non, j'ai pas de. Non, je pense que tu te souviens, Sarah, au tout début, parce qu'effectivement, comme tu le disais, maintenant, ça fait presque, si je me trompe pas, enfin plus d'un an, presque un an et demi qu'on accompagne Conto. En fait, au tout début, du coup, on était arrivé à une limite qui était le fait que on accompagnait du coup de façon proactive côté RH les gens sur demande, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça faisait aussi état de certaines limites, à savoir les gens qui n'osaient pas venir en parler, mais c'était pas une erreur en soi. Non, je pense qu'il n'y a pas eu de... Enfin, je vois pas de grave erreur qu'on ferait comme ça. Bon, bah, tant mieux. Et du coup, on a une question un peu plus opérationnelle. Mais si je veux faire de l'évangélisation dans ma boîte, de votre expérience, qui a le pouvoir de prendre la décision finale? Et du coup, effectivement, vous, côté Moka, j'imagine que vous rentrez par les DRH, mais quel est un peu le process pour installer Moka en entreprise? Déjà, effectivement, merci pour la question parce qu'on a beaucoup de salariés d'entreprises qui nous remontent aussi l'envie de mettre en place des solutions de santé mentale comme Moka dans leur entreprise. Effectivement, la meilleure façon de fonctionner, c'est de nous mettre en contact avec ton DRH pour qu'on échange. C'est vrai que c'est souvent à ce niveau-là que la décision est prise, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Vraiment, notre enjeu, c'est pas juste de mettre en place une application pour les salariés, mais vraiment de se dire comment on accompagne les équipes RH à réfléchir de façon globale au sujet de la santé mentale. Donc, c'est vrai que c'est notre interlocuteur privilégié. Ça fait écho avec une question qu'il y avait tout à l'heure, on n'y a pas répondu, mais le rôle enfin, si je vois que Sarah y a répondu, le rôle des partenaires sociaux, il est aussi important. Et je vais donner un autre exemple dans une grosse scale-up comme Conto qu'on accompagne, où on a pris la parole aussi avec le CSE, les délégués du personnel, en fait, juste pour se dire dans quelle mesure cette démarche s'inscrit comme une démarche globale d'entreprise. Et je pense que c'est important lorsque le sujet veut être pris aussi côté CSE et côté partenaires sociaux, de l'intégrer là-dedans, notamment parce qu'effectivement, ce que disait Alain, il y a des obligations légales qui sont écrites dans le Code du travail. Hein. C'est encore assez flou, mais il y a quand même une phrase qui dit l'employeur doit prendre soin de la santé physique et mentale de ses collaborateurs. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même une obligation légale derrière, d'où la nécessité d'avoir une réflexion globale. Et du coup, comme on voit qu'il y a une demande aussi de la part des équipes, vous, est-ce que votre acquisition aujourd'hui, elle se fait quand même beaucoup par le bouche à oreille? Est-ce que tu vois une sorte d'effet boule de neige? Et peut-être Sarah aussi, est-ce que tu as des échanges de bonnes pratiques ou de boîtes comme Moka avec d'autres DRH, d'autres scale-up par exemple? Est-ce qu'on sent qu'il y a une espèce d'engouement qui crée un effet général? Il y a des webinars, comme vous c'est il vrai. y a des articles, il y a plein de nouveaux acteurs sur le marché. Voilà, c'est des clubs aussi, non, de DRH qui, j'imagine, s'échangent un peu. Alors oui, dans les Slack de DRH, etc., on échange beaucoup sur les sujets. Et justement, typiquement, moi, j'ai pas mal promu Moka, en tout cas quand on l'a mis en place, en disant franchement, rencontrez-les, c'est top, la plateforme est géniale, ça nous aide vraiment au quotidien. Donc oui, il y a clairement cet échange de bonnes pratiques. Hein. Et au-delà de Moka, vous travaillez avec d'autres startups? Il y a quand même beaucoup d'autres startups qui prennent en charge ce sujet sur d'autres points. Encore une fois, si on se dit que la santé mentale, c'est un sujet qui est hyper large, on pourrait dire que bosser avec Gymlib, c'est travailler sur la santé mentale parce qu'on propose du sport à nos salariés. Oui, complètement, oui. On pourrait dire que travailler avec Alan, qui propose des solutions type Alan Baby, etc., qui sont vraiment des aides pour les parents, c'est aussi finalement en soi travailler sur la santé mentale. Donc
oui, on a ce type d'acteur-là. Mais après, l'acteur vraiment privilégié sur le sujet de la santé mentale, au sens on va sensibiliser en interne et on va avoir un accompagnement individualisé et personnalisé, c'est Mokaker. Ok. Et du coup, pour Mokaker, c'est quoi un peu les prochaines étapes de développement? Est-ce que vous allez compléter votre offre par d'autres services ou toucher d'autres acteurs? Quelle est la suite? Je vais essayer de faire bref, hein, en face d'investisseurs. En fait, déjà aujourd'hui, je pense qu'on a un peu passé l'étape startup. On est 25 personnes dans l'équipe, on recrute 25 personnes encore en ce moment, donc on va être une cinquantaine d'ici la fin de l'année. Ce qui nous permet en fait d'avoir une taille pour accompagner en profondeur les entreprises et pas juste, encore une fois, être une application sur étagère qui n'est pas nécessairement beaucoup utilisée. Ça, c'est le premier point. Et du coup, dans cette logique de développement, on va beaucoup plus loin sur la façon dont on va accompagner les entreprises dans cette démarche. Donc là, en interne, on a déjà une équipe presque de 4 psychologues maintenant à plein temps qui nous accompagnent à travailler à la fois sur le produit, mais qui accompagnent les équipes RH qu'on accompagne nous. Parce qu'en fait, juste pareil, j'ai essayé de prendre un peu de hauteur, mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'applications dans le domaine de la santé mentale. Il faut quand même revenir un peu au basico-basique de se dire la santé mentale en entreprise, c'est aussi des cas très humains. Typiquement, le harcèlement, typiquement la maladie d'un collaborateur, typiquement parfois les décès de collègues ou des choses comme ça, qui font que c'est pas en disant bah, tiens, j'ai une super application, tu peux l'utiliser qu'on va résoudre le problème. C'est en ayant des rencontres avec les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup grandir l'équipe sur l'humain. Ça, c'est une première logique de développement qu'on a en ce moment. La seconde, c'est d'être assez rapidement à l'échelle européenne, parce qu'en fait, on accompagne de plus en plus d'entreprises comme Conto qui ont des implantations locales dans différents pays. Et pour nous, c'est important d'avoir, encore une fois, dans cette démarche humaine, le plus possible de proximité avec les équipes qu'on accompagne en local et de ne pas avoir quelqu'un qui parle à moitié anglais, à moitié allemand et qui baragouine 2 mots parce que c'est escalade très vite. Mais du coup, on a des implantations aujourd'hui en termes d'équipes de praticiens à Munich, à Berlin, à Barcelone, à Londres et à Milan. Et on est en train de développer d'autres pilotes en Europe. Ça, c'est le deuxième niveau de développement. Et le troisième niveau de développement, c'est aussi sur le sujet du produit. Aujourd'hui, donc, c'est ce que j'ai décrit. Et demain, en fait, on est en train de développer plein de nouvelles fonctionnalités et approches pour à la fois accompagner plus en profondeur un salarié qui en ressent le besoin. Et si je cite une métaphore, en fait, Moka, ça sera peut-être la personne ou le compagnon que tu auras à côté de toi quand tu auras une question à poser ou un besoin de te confier, quoi, tout simplement. Et côté DRH, c'est pareil, en fait, on veut avoir un accompagnement qui est très proche et pas juste être une solution sur étagère. Donc, on a beaucoup de développement produit là-dessus. Ok, génial. Et là, on demande impact de la santé mentale, comment je trouve des chiffres concrets. Sarah, on a déjà évoqué le sujet des chiffres, mais je ne sais pas si tu as une anecdote à partager, sous couvert d'anonymat, bien sûr, mais des retours que tu as eus en termes humains de tes salariés par rapport à Moka. Bah oui, on nous a dit plusieurs fois, en tout cas pour les personnes dont on avait connaissance qui utilisaient Moka, parce que parfois on ne le sait pas forcément, mais spontanément les gens venaient nous dire voilà, j'ai utilisé, c'est génial, ça m'a énormément aidé, etc. Ou d'autres personnes qui sont venues nous dire ça m'a aidé parce qu'il y a un nombre limité de séances et du coup 6 mois après en fait est-ce que je peux réutiliser parce que vraiment j'en ai besoin. Et donc voilà, c'est vraiment on a des très très bons retours. Après des chiffres concret à vendre au DRH, je pense qu'il faut partir un peu d'un chapeau tendance, marché, etc. Les chiffres concrets, c'est ce que vous allez trouver sur ce que je disais encore. Il y a des études qui sont vraiment partout. Et puis, si vous rentrez en contact avec Pierre-Étienne, il vous en donnera plein des chiffres pour vous convaincre. Et après, des chiffres concrets, c'est partir de votre entreprise. Donc, en fait, est-ce que concrètement, vous avez un problème à résoudre chez vous? Et il y a 2 façons de le voir. Soit vous voulez résoudre un problème qui existe, qui est tangible. Je ne sais pas, 80% de nos collaborateurs se sentent hyper stressés au travail. Et donc ça, vous avez posé la question ouvertement et donc vous avez une statistique où vous vous dites il faut qu'on ait un plan d'action. Donc ça, c'est un chiffre qui est hyper concret. Ou alors, au contraire,
vous êtes dans une démarche plus proactive et vous voulez vous positionner aussi proactivement sur le sujet en disant, bah voilà, on travaille, et alors là, c'est peut-être moins tangible, mais on travaille sur notre image employeur, notre culture d'entreprise, comment on veut se positionner sur le sujet. Et donc, bah, en fait, soyons innovants. Je ne sais même plus si c'est être innovant que de parler de santé mentale, mais en tout cas, soyons sur ce sujet-là. Et allons-y. Même si on n'a pas de signaux individuels ou collectifs encore, on veut se positionner pour anticiper d'éventuels problèmes. Et du coup, en parlant d'anticipation et de prévention, est-ce que tu as l'impression que Mocha a été utile et utilisé aussi par des gens qui n'avaient pas forcément de sujet de santé mentale ou globalement allaient bien et n'avaient jamais pensé à consulter un professionnel, mais qui se sont dit, bon, bah, puisque mon entreprise le propose, est-ce que j'essayerai pas? Et donc, non? Non, je trouve, honnêtement, j'ai pas entendu, je sais pas si c'est un peu la question de est-ce qu'il y a un peu des abus ou. Non, c'est pas dans le sens abus, c'est plus dans un sens prévention de tiens, je pourrais peut-être aller plus loin dans le fait de prendre soin de ma santé mentale, même si aujourd'hui, globalement, je vais bien et j'ai pas de sujet majeur, tu vois. Je sais pas s'il y en a eu, peut-être, encore une fois, oui, c'est vrai. Pas toutes les personnes qui ont utilisé Mocha. Honnêtement, ma conviction sincère, c'est franchement, quand il n'y a pas de problème, je pense que les gens ont tous un agenda hyper chargé. Si franchement tout va bien, je vois pas trop pourquoi les gens seraient poussés à aller voir un psy pour discuter de sujets qu'il n'y a pas. En revanche, dans le sens, puisqu'on me propose ça, c'est peut-être un bonus. J'y ai pas vraiment pensé, mais on a peut-être tous des sujets et ça peut me faire du bien, tu vois. Je pense pas trop. Je pense que vraiment le côté proactif, le sujet de sensibilisation, il passe plus par du collectif, par tout le contenu que Mocha va envoyer, avec des articles, des professionnels qui prennent la parole, ou plein de vraiment, encore une fois, la démocratisation du sujet, où vous avez plein d'articles disponibles sur Internet, ou les ateliers qu'on pourra organiser. Aujourd'hui, on n'en a pas fait, mais c'est vraiment quelque chose que je veux faire chez Conto. Donc, mettre en place un atelier sur comment gérer le stress au travail. Et du coup, quelqu'un qui se dit, effectivement, je ne suis pas hyper stressée, mais tiens, pourquoi pas y aller là, plus dans cette démarche-là, oui. Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre-Étienne, mais moi, j'ai l'impression que parfois, on ne fait pas assez de prévention et qu'on a tendance justement à aller consulter un professionnel. Oui, vraiment, quand ça va très mal et qu'il y a un sujet qui fait qu'on est face au mur, ce qui passe aussi par le fait que ça coûte cher, que ça prend du temps, donc qu'on attend un peu le dernier moment. Mais est-ce que c'est pas un peu une culture française? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt justement à presque considérer qu'en fait, tout le monde pourrait aller de temps en temps voir un professionnel et que ce serait utile pour tout le monde? Moi, j'ai un peu tendance à avoir ce point de vue, c'est pour ça que je pose la question. C'est sûr qu'en partant de là, on aurait tous besoin d'aller voir un psy, c'est évident, parce que tout le monde a des problèmes à régler. Mais... Non, mais tu vois, ça pourrait être comme faire de la méditation régulièrement ou faire du sport quand bien même t'as pas de problème de santé, tu vois, quelque chose de... une forme de prévention. Non, mais c'est vrai que sur cette question, moi, je suis complètement aligné. Je pense qu'on aurait tous besoin de voir un psy. Après, je mets quand même une certaine mesure qui est... par exemple, si on compare la vision américaine de la santé mentale et de la psychologie à la vision de la culture latine, on va dire, donc France, Italie, Espagne, effectivement, c'est complètement opposé. Et je ne suis pas complètement pour le fait de célébrer la santé mentale, d'en parler énormément. Ma vision, c'est il faut que ce soit quelque chose de très accessible à tous, disponible, accessible, et vraiment de se dire, traitons quand même ce sujet avec une certaine pudeur et de se dire, oui, je peux en parler avec beaucoup de liberté, prendre la parole, mais ne soyons pas non plus, c'est ma position et c'est très personnel, mais dans l'extraversion sur ce sujet, à vouloir en parler partout, de façon presque mystique parfois ou magique. Pour moi, on doit garder quand même une certaine pudeur sur le sujet. Oui. Et du coup, Sarah, tout à l'heure, tu disais, il y a des ateliers que j'ai envie de mettre en place, on n'a pas encore fait. Pour toi, c'est quoi les prochaines choses de manière assez concrète que vous voulez mettre en place chez Conto? Est-ce que tu as des projets sur le feu? Un projet important, c'est la parentalité, puisqu'on a une moyenne d'âge de 30 ans, à peine 30 ans, 29 et demi. Donc, clairement, on est quand même dans un âge où les familles se transforment. Et donc, je pense que ça, c'est important. On a de plus en plus de bébés Conto et les parents ont besoin d'être soutenus ou en tout cas accompagnés sur le sujet. Et après, sur la gestion En fait, je pense que c'est un vrai sujet, mais qui est plus une tendance, c'est
c'est le stress qui est lié à je ne sais pas comment dire, mais le côté trop de sollicitations d'un coup. Enfin, on est toujours, enfin voilà, moi je suis en train d'écouter ce que tu me dis, en même temps je réponds dans le chat. Enfin voilà, on est toujours sur 1 milliard de trucs à la fois, et je pense que parfois il y a un peu le cerveau qui crame. Et ces sujets-là, qui sont pas forcément du stress, etc., mais vraiment le côté, la vitesse, la capacité à se concentrer sur des sujets pour être moins fatigué à la fin, je pense que ça, c'est des points que j'aimerais bien aborder. Pardon, j'avais coupé mon micro. Est-ce que vous prenez déjà un peu des bonnes pratiques, que ce soit chez Moka en interne ou chez Conto, je sais pas, couper toutes les notifications, réserver des jours sans réunion. Enfin, est-ce que vous avez comme ça un peu des tips en interne? Parce que je pense que c'est des sujets des questions que tout le monde se pose. Ouais, c'est fait de manière assez locale. On l'a pas standardisé parce que en fait, on voit aussi la limite de standardiser ce genre de choses. C'est limiter la liberté de chacun de pouvoir s'organiser. Et donc, on essaye de faire attention à ça. Il y a un moment donné, on avait une question sur work-life balance et sur la déconnexion chez Conto. Et un peu la réponse simple, c'est de dire on va envoyer une règle à tout le monde, on n'envoie plus de mails à partir de 19h le soir, il n'y a plus de mail qui doit être envoyé, ou il n'y a plus de Slack qui doit être envoyé. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. C'est entre guillemets un peu de l'hypocrisie, parce que maintenant, vous pouvez faire programmer envoi demain à 8h. Et en fait, si c'est pour se connecter à 8h et juste avoir 50 mails parce que rien n'a été reçu entre 19h et minuit, enfin, voilà, donc en fait, c'est plus... je pense que c'est vraiment plus comment on travaille sur la priorisation des sujets, s'aligner sur les objectifs de boîte et du coup des équipes, pour être sûr que les équipes ne sont pas surchargées et sont en capacité d'y arriver. Après, ça, c'est en théorie. En pratique, pour être hyper honnête, en scale-up, avec une situation d'hyper-croissance, c'est un sujet qui est hyper difficile. Donc, je pense que le plus important, c'est que les gens se sentent en confiance de parler. C'est avant tout ça, parce que chacun gère un peu, hyper différemment, en fait, son rapport au travail, son rapport au stress, son rapport à la quantité à gérer, etc. Donc, il faut que les gens se sentent armés et capables de dire quand ça va pas. Quand là, c'est trop, quand ils vont pas bien. Et donc, du coup, travailler sur la proximité RH, manager, collaborateur, travailler avec des outils comme Mokacar, et ça aide, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais après, je sais qu'il y a des boîtes, par exemple, et je me demande si Moka vous faites passer en interne, qui se disent, par exemple, qu'on fait très peu de réunions physiques et on essaie de privilégier des échanges écrits. Enfin, parfois, il y a quand même des choses qui sont mises en place à l'échelle de la boîte pour avoir une meilleure culture managériale, être plus efficace, se libérer du temps, etc. Pierre-Etienne, est-ce que tu as des bonnes pratiques ou des choses que vous faites? Alors nous, sur le sujet des réunions, on n'a pas complètement supprimé les réunions. Moi, j'accorde... En fait, je pense que les gens qui suppriment les réunions envisagent juste une dimension de la réunion, qui est la dimension intellectuelle de transmission d'informations. Moi, il y a une autre dimension à laquelle je fais extrêmement attention, c'est la dimension d'énergie que tu vas générer dans une réunion. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'énergie qui passe par l'écrit et par le fait de lire une page Notion que par partager quelque chose. Par contre, on y fait attention. C'est pour ça que on essaye de mettre en place des rituels. Donc, typiquement, on fait des weekly où il y a toute l'équipe, des monthly où il y a toute l'équipe. Mais on va pas non plus faire 50 meetings dans la semaine, ce qui serait une perte de temps. Une autre bonne pratique qu'on a mis en place sur les réunions qu'on fait, c'est d'essayer de limiter le nombre de participants seulement aux personnes qui doivent être dans la réunion, de toujours envoyer en amont un agenda et un document à lire s'il y a besoin de lire quelque chose avant la réunion pour pas découvrir et pour vraiment que le temps d'échange soit focalisé sur un temps d'échange. Donc ça, c'est des bonnes pratiques. Les autres choses qu'on a mis en place, c'est... En fait, moi, je m'étais rendu compte qu'il y avait énormément de ce que j'appelle le méta-travail, c'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un me dit en fait, tu m'as dit ça et j'ai interprété ça et du coup, ça m'a fait me dire ça. Donc, en fait, des trucs qui sont presque de la pollution dans le travail et un truc très concret qu'on a mis en place, on a appelé ça un KYT, ça veut dire en bon franglais Know Your Teammate. Et en fait, l'idée, c'est que chaque personne qui arrive chez Moka
partage un peu ce qui est important pour elle dans ses modes de travail. Donc typiquement, moi, si on m'appelle toujours au téléphone, ça m'embête. Je préfère qu'on m'envoie un texto. Ou alors Slack, en fait, je le regarde juste 2 fois par jour. Donc s'il y a un truc urgent, envoyez-moi un SMS. Enfin, vraiment des trucs qui permettent de limiter le métatravail. Et sur les choses aussi très soft, par exemple, en fait, vous inquiétez pas, j'ai une personnalité qui est assez introvertie. Donc si je parle pas beaucoup en réunion, ça veut pas dire que je suis pas présent. C'est juste que c'est pas mon mode d'expression. Et en fait, juste le fait de savoir ça, ça permet de désactiver tout plein d'interprétations qui vont polluer le travail, du style mais il n'a pas parlé en réunion, du coup c'est qu'il n'est pas intéressé. Non, en fait, c'est sa personnalité et point barre. Donc on essaye de mettre des choses comme ça en place. Et voilà, ouais, quelques tips concrets. Et c'est hyper intéressant. Je pense que je vais essayer d'évoquer t'appelles ça comment? Know your teammates? C'est KYP, enfin voilà, know your teammate. Ouais, c'est top, parce que dans le sujet des réunions, il y avait beaucoup de personnes qui soulevaient justement que ça privilégiait un peu les personnes extraverties et que ça pouvait desservir les personnes introverties. Je crois que c'était Alan qui avait arrêté les réunions, par exemple, non? Et par exemple, moi, je m'oppose un petit peu à ce que pousse Jean-Charles d'Alan là-dessus sur, par exemple, la culture radicale de l'écrit. Effectivement, nous, chez Moka, on fait extrêmement attention à le plus possible tout documenter parce que... Oui. Vas-y, Sarah. Non, j'allais dire oui, formaliser, documenter. Et nous, c'est pareil, alors qu'on est très gros, mais on utilise Notion, tout est documenté, tout est envoyé en amont, etc. Et franchement, on n'est pas du tout pro-meeting. En revanche, on sait que parfois, s'asseoir avec les personnes concernées, ça permet aussi d'aller beaucoup plus vite sur la résolution de problèmes, l'alignement, mais aussi le partage avec les autres, etc. C'est aussi important. Enfin, quand on est à l'ère où on veut que les gens adhèrent à une culture de boîte, etc. Enfin, chez Conto, le premier truc que les gens apprécient, quand on a des feedbacks sur l'onboarding, c'est franchement, je bosse avec des gens qui sont hyper forts dans ce qu'ils font et qui, franchement, globalement, sont très bienveillants. Et en fait, c'est difficile de vraiment le sentir si c'est que, par exemple, de l'écrit. Donc, c'est important de créer des relations. En fait, on est déjà, l'humain est fait pour se connecter et autrement que par l'écrit. Je pense que c'est hyper important à conserver. Ouais. Et du coup, il nous reste peu de temps. Donc, par rapport à ça, Sarah, tu l'as peut-être dit par écrit, mais je n'ai pas vu. Votre politique de télétravail, vous, c'est quoi? Parce que je pense que c'est un gros sujet pour beaucoup de DRH et d'employés. J'ai vu que Pierre-Etienne t'avait dit remote 60% du temps. Et 60% du temps au bureau et 40% où vous voulez. Ouais. Donc, je pense que c'est ce que je disais, j'en ai un tout petit peu parlé, mais c'est hyper important de formaliser quelque chose, même si on dit dès le départ que c'est quelque chose qui peut évoluer, parce qu'en fait, on ne sait pas trop où on va sur ce sujet, mais il faut quand même prendre position, parce que le pire truc, c'est de ne pas se positionner et que les gens, en fait, limite partent, parce qu'ils se disent, je ne sais pas trop ce qui va être dans ma boîte. Nous, ce qu'on a chez Conto, c'est en fait, on a 2 politiques de remote. On a ce qu'on appelle la politique standard et la politique custom. Sur la politique standard, c'est 2 jours de télétravail par semaine que vous pouvez poser quand vous voulez, plus une banque de 2 semaines par an où vous pouvez travailler de là où vous voulez. Pourquoi? Parce que le besoin premier, en fait, on s'est rendu compte que les gens, globalement, faisaient 2 jours de télétravail par semaine quand ils avaient l'occasion de faire du télétravail, même pour toute la semaine, et pendant toute la semaine. Et ce qui était hyper important, c'était je peux aller travailler cet été depuis ma maison de campagne ou aller en vacances et faire 2 semaines de vacances et faire 1 semaine de télétravail, etc. Donc ça, c'est pour ça qu'on a ajouté ça. Et sur la partie custom, en fait, l'idée, c'est de dire vous faites autant de télétravail que vous voulez, mais pour ça, il y a des critères. Il faut que votre période d'essai soit validée si vous n'avez pas été recruté directement en custom, parce qu'évidemment, ça arrive. Et il faut que vous soyez dans une situation de performance, parce qu'on sait aussi que quelqu'un qui n'est pas performant et qui est laissé aussi en télétravail n'a pas les mêmes chances de réussir ou d'évoluer. Et le 3e point, c'est avoir un vrai projet, donc avoir réfléchi à comment je vais créer les conditions de succès pour que le télétravail fonctionne. Ok, c'est hyper intéressant. Je vois qu'on arrive déjà au bout du temps. Je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 dernières questions. Je pense qu'elles ont déjà été posées et beaucoup répondu par écrit pour plus d'efficacité du coup. Merci beaucoup Sarah et Pierre-Etienne. Je pense qu'on aurait pu continuer à en parler longtemps, mais on a quand même abordé pas mal de sujets. Et du coup, il y a un replay qui sera disponible. Donc voilà, si vous voulez réviser tout ça.
Je crois qu'il y avait une petite question sur le KYT, mais tu as peut-être répondu. Ah voilà, tu as répondu avec ton mail, parfait. Donc, bah, un grand merci et bah, bon déjeuner à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.